Arrêtez. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, je vais partager mon écran, comme ça, hop, ça sera un peu plus sympa. Voilà. Hop, normalement, c'est tout bon. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Alban Frère, qui est conseiller en stratégie d'entreprise chez Serre France. Donc, bonjour Alban. Bonjour, bonjour à Euh, tous. Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va être de partager les bonnes pratiques d'utilisation de l'outil. Donc, en fait, on va essayer de vraiment, vraiment être voilà, assez concret dans ce webinaire-là. Donc, voilà, on va se présenter un petit peu rapidement, mais après, je passerai la main à Alban qui partagera son écran et qui vous montrera vraiment les cas d'usage, qu'est-ce qu'il utilise dans la plateforme. Donc voilà, vous ne verrez pas toute la plateforme forcément, mais il va vous montrer vraiment voilà, les outils qu'il utilise régulièrement et comment il utilise ces outils-là voilà, dans son quotidien. Alors, rapidement, Atometrix, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, nous, on est spécialisé dans l'information économique et financière, spécifiquement sur les TPE-PME, donc les petites entreprises françaises. On travaille avec différents partenaires, en fait, tous ceux qui accompagnent les TPE, donc ça va être les banques, les courtiers, les chambres de métiers, les CCI et les experts comptables, bien sûr. Nous, ce qu'on fait, on est des spécialistes de la donnée, donc on va agréger tout un tas de données, des données publiques, des données, voilà, d'autres données qu'on peut récupérer. Et on va vous voilà, les associer dans un outil qui s'appelle My Market Metrics, qu'on va voir ensemble après. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des données robustes, fiables et de pouvoir vous aider à prendre des décisions. Donc, les banques, elles vont l'utiliser pour tout ce qui est demande de financement, donc valider des demandes de financement. Pareil pour les courtiers. Les chambres de métiers, les CMA, etc., ça va être plus pour de l'accompagnement sur les créateurs, les repreneurs et les experts comptables voilà, dans leur quotidien pour conseiller aussi les chefs d'entreprise, pouvoir se comparer par rapport aux concurrents, pouvoir prendre des décisions. Voilà, si je veux céder ma boîte, si je veux racheter une entreprise, si je veux m'implanter dans une nouvelle localité. Voilà, c'est vraiment ce genre de cas d'usage. Donc voilà en quelques mots pour Atometrix. Je vais laisser la parole à Alban. Je te libère peut-être l'écran si tu veux partager. Ouais, merci Ferdinand. Bah, de toute façon, je vais pouvoir partager mon écran aussi. Moi, je suis conseiller du coup sur le marché artisan, commerçant, prestataire de services. Je fais partie du CERF France Champagne Nord-Est Île-de-France. Comme vous le voyez, qui est un CERF France assez étendu. Avec donc les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de l'Aube, de la Seine-et-Marne, de la Haute-Marne, une partie de la région parisienne. Donc moi, je suis situé ici, à Chaumont, donc dans le 52. J'interviens principalement soit sur des créateurs d'entreprises, et donc des personnes qui veulent créer une société, une entreprise individuelle, voilà, dans quelques domaines d'activité que ce soit. Et après, j'accompagne ces chefs d'entreprise-là tout au long de leur carrière. Donc, on est aussi amené à travailler sur des projets d'investissement, de recrutement, de transmission des parts sociales, etc., etc. Voilà. Rien de nouveau sur le métier de conseiller. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous partager un peu l'utilisation d'Atometrix. Euh, donc en repartant vraiment du démarrage. Alors je vais pas pouvoir présenter vraiment toutes les fonctions d'Atometrix, hein. Ce que disait Ferdinand, on va se concentrer plutôt sur une partie qui est la partie accompagnement du créateur. Et comment moi, en tout cas, j'utilise Atometrix pour monter mes dossiers prévisionnels, apporter un peu qualitatif aussi dans
dans les données qu'on apporte, malgré tout, ça donne quand même un peu de confiance aussi vis-à-vis des banques, d'apporter des données qui soient plus concrètes et resserrées un peu sur les domaines d'activité qu'on cherche, quoi. Du coup, si c'est OK pour tout le monde, je peux commencer à rentrer dans l'outil. Alors, il y a Donc quelqu'un l'idée. qui a des petits problèmes de son, pardon, Ah, mais je pense pardon. que de notre côté, tout est bon. Donc, je ne sais pas les autres si c'est bon pour vous. Mais a priori, nous, de notre côté, tout fonctionne. Donc, Madame Prévost, je ne sais pas, c'est sûrement de votre côté. Voilà. Bon, pardon. Voilà. Voilà. Ouais, donc c'est OK pour les autres. Donc, on peut. OK, ça marche. Donc l'idée là, c'est de faire un cas concret. Je suis parti sur voilà, un cas qui est assez régulier, qui est la création d'un restaurant. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller chercher à chaque fois son activité dans tous les codes NAF existants. Alors tous les métiers sont pas représentés dans la liste. Forcément, on a toujours des cas un peu spécifiques qui rentrent pas dans un code NAF qui est référencé parce qu'il n'y a pas assez de données pour que ça soit pertinent. Donc voilà, dans ces cas-là, forcément, faut faire différemment, mais il y a quand même majorité des grands métiers qui sont représentés et sur lesquels on peut venir aller rechercher des données. Et même si c'est pas voilà, le métier précis du créateur, généralement, on peut quand même essayer de recouper ou de retrouver un secteur d'activité proche, quoi. Donc on va partir sur de la restauration traditionnelle. Et ici, soit on met une rue en particularité si le créateur sait déjà où il va s'installer, s'il a déjà fait son choix d'installation, autant mettre la rue précise, surtout si vous êtes dans des zones urbaines avec beaucoup de concurrence et des zones de population différentes. Enfin voilà, ça peut avoir du sens de mettre une adresse exacte. Là, moi, je vais le faire sur mon secteur, donc qui est la ville de Chaumont, sur lequel on n'a pas beaucoup d'intérêt de mettre une rue en particulier. En tout cas, les zones sont relativement connues, les secteurs sont relativement connus. Donc, voilà, peu d'intérêt en tout cas d'aller mettre une localisation précise. Mais c'est plutôt recommandé si vous travaillez sur des projets dans des grandes villes, quoi. Et ensuite, il y a juste à faire, accéder à l'étude de marché. Une fois que j'ai ouvert l'étude donc pour de la restauration dans la ville de Chaumont, j'ai plusieurs volets qui s'ouvrent. Généralement, moi, la première chose que je vais regarder dans la synthèse, ça reste quand même les ratios financiers. C'est ça qui m'intéresse le plus dans mon projet de prévisionnel. Et donc, je vais tout de suite aller mettre des critères de recherche un petit peu différents que ceux qui sont mis de base. Et notamment, du coup, je vais resserrer un petit peu en termes de chiffre d'affaires parce que malgré tout, je sais à peu près ce que mon client veut faire comme taille de restaurant. Et donc, je sais qu'en gros, je vais peut-être avoir une fourchette entre 200 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires sur son restaurant. Et je vais venir aussi rechercher, enfin voilà, resserrer un peu les salariés parce qu'on sait qu'il aura au moins 2 salariés. Alors on peut laisser jusqu'à 10 salariés pour avoir une fourchette un peu plus grande. Et plus je resserre un peu et ça change en fait le panel qui va m'être alloué, quoi. Euh, donc là, pareil, je peux aller changer un peu aussi ça, les années fiscales, parce que globalement, là, ça me reprend tous les chiffres de 2014 jusqu'à 2026. Voilà, je considère que j'ai pas besoin, en tout cas, d'avoir des chiffres qui vont aussi loin, sachant que c'est un domaine d'activité qui a vu évoluer ses tarifs relativement fortement sur les 10 dernières années. Donc, enfin, moi, mon intérêt, c'est plutôt d'aller, on va dire, sortie de Covid, quoi, on va dire 2021 à 2026, pour avoir des données qui soient
un peu plus précises aussi. Juste, pardon, je Vas-y. te coupe pour compléter pour ceux qui connaissent pas l'outil. Quand on parle de panel, en fait, donc nous, dans le panel de marché, on inclut les comptes qui sont déposés de façon publique, donc l'équivalent de la base Diane. Pour ceux qui ont un abonnement supérieur, on a également les comptes qui sont déposés de façon confidentielle au greffe, qu'on inclut aussi dans ce panel-là. Et on a d'autres données, par exemple, là aujourd'hui, on a les données des centres de gestion agréés. Donc tout ça est inclus dans le panel. Et pour garantir la confidentialité, mais aussi voilà, pour garantir que le panel soit un minimum pertinent, on impose un minimum de 30 comptes dans le panel. Donc c'est pour ça que quand Alban change les chiffres, l'outil va automatiquement élargir la localisation à la maille géographique supérieure jusqu'à trouver minimum 30 comptes. Voilà, c'était juste pour expliquer un peu le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas. Pardon, Ah, maintenant je te c'est laisse. c'est tout à fait ça. Et du coup, là, on a bien l'explication de j'ai des communes de même densité dans la même région que la région de Chaumont, quoi. Donc, du coup, on peut avoir un truc qui est quand même plutôt local en termes de données. J'ai vu une main se lever, Christophe. Oui, bonjour Alban. Bonjour Christophe. Quand les 30 comptes ne sont pas dans le panel, il se passe quoi? Dans Ça, les 30, ça, en fait, s'il y a pas assez de données dans le panel, si en gros, si ma fourchette est trop resserrée, globalement, ça élargit la recherche. Donc après, si ma D'accord, fourchette est trop serrée, ça va jusqu'au national, quoi, globalement. d'accord, ok, super. Au départ, on est vraiment sur la commune, ensuite on élargit au département, à la région, etc., etc., quoi. Ok, et là, il y a une super. question, comment vous faites pour les DOM? Bah, c'est inclus également. Donc, voilà, c'est géré quand vous renseignez l'adresse. Euh, voilà, c'est pareil. Après, sur la C'est le même partie, fonctionnement. sur la Pardon, partie vas-y. localisation, pardon, excuse-moi, on peut aussi le sélectionner par nous-mêmes, entre guillemets. C'est-à-dire que là, je peux mettre les communes, enfin, j'ai mis les communes de même densité dans la même région, mais si je veux juste avoir les communes de même densité en France, je peux changer par moi-même, quoi. Et forcément, ça va venir me changer mes chiffres quand même un tout petit peu sur les moyennes. Et au lieu d'avoir 50 comptes, j'en ai 747 qui sont analysés, quoi. Après, moi, mon idée, c'est plutôt d'aller me rapprocher quand même des spécificités locales éventuellement. Enfin, peut-être qu'un restaurant à Nice, il n'a pas du tout enfin, les mêmes chiffres ou les mêmes fonctionnalités que à Chaumont, quoi. C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas d'autres S'il n'y a questions dans le chat, en pas tout d'autres cas. Donc, questions, mais n'hésitez pas euh, ouais, à interagir hein, si vous avez des questions comme ça. On y répond en direct. voilà. Donc après, une fois qu'on a bien travaillé enfin, le zonage, etc. Donc là, voilà, je me rends compte que j'ai que 50 comptes dans le panel, mais voilà, après à moi de juger quoi globalement si ça me suffit ou pas. Euh, on a toujours une présentation avec les fourchettes basses, fourchettes hautes et une médiane que généralement je compare avec le national. C'est-à-dire en gros, est-ce que j'ai quand même un gros écart entre ma médiane et la médiane nationale? Là, on n'a pas un énorme écart. Et moi, ce qui m'intéresse derrière dans mon prévisionnel, c'est de vérifier si mon chiffre d'affaires, il n'est pas incohérent, notamment au regard du nombre de salariés que j'ai dans le projet, etc., par rapport aux moyennes nationales. Donc là, on a quand même un outil qui nous ressort aussi une sorte de moyenne de chiffre d'affaires par effectif que je trouve relativement intéressant quand même. Et on a surtout bah, les marges brutes moyennes dans le secteur. Alors les marges brutes, on le voit, hein, elles sont assez différentes, fourchette basse et haute. Alors ça peut s'expliquer sur certains types de restauration, on peut avoir des marges qui sont quand même très différentes. Et on a notre médiane. Donc après, la marge, forcément, dans le secteur de la restauration, elle est quand même à voir typiquement avec le projet du client. Ça nous donne quand même une bonne idée de ce qui est pratiqué dans le milieu, quoi.
Ce tableau-là, moi, je l'intègre dans toutes mes études prévisionnelles et donc c'est intégré dans le corps de l'étude, quoi. Je viens juste là, on a l'appareil photo ici qui vient en fait faire un copier du tableau et on n'a plus qu'à le remettre dans notre présentation finale. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi, même si on aurait pu faire des copies d'écran ou des choses comme ça le fait automatiquement. Ensuite, vous voyez, on a d'autres données que juste les données chiffre d'affaires, marge, etc. Notamment le poids des charges de personnel qui est important à connaître ou en tout cas à vérifier dans un certain nombre de métiers. Et ensuite, on a des données plutôt bilancielles que j'utilise pas forcément beaucoup dans mes études. Euh, la partie intéressante, elle est plutôt sur la partie rotation de stock éventuellement, mais voilà, c'est pas sur cette partie-là en tout cas que je vais aller chercher le maximum de données dans les études prévisionnelles. Donc ça, on va dire, c'est le premier tableau que je vais aller regarder et utiliser dans mon étude. Ensuite, en fonction des projets, on peut aller regarder la concurrence éventuelle. Alors la concurrence, moi, à Chaumont, je ne vais pas en avoir énormément, surtout là où il m'a zoné. Mais par contre, si je vais un peu plus sur le centre-ville, je peux quand même aller voir où sont situés mes concurrents et à chaque fois zoomer un peu sur certaines rues qui sont peut-être un peu plus passantes et avoir des informations sur les principaux concurrents, entre guillemets, que je peux avoir. Donc ça permet quand même de regarder aussi où sont situés les restaurants à Chaumont et de se dire bah, globalement, si tous les restaurants sont situés quand même à cet endroit-là, c'est qu'il y a un intérêt particulier à le faire. Après, c'est une petite ville, Chaumont. Donc on sait aussi quels sont les axes de passage, où est-ce qu'il faut se situer. Là, on commence à avoir une nouvelle zone qui est en train de s'installer avec des restaurants. Voilà, donc sur des zones un peu moins urbaines, voilà, c'est pas forcément toujours utile d'aller le voir. Par contre, clairement, dans des villes, c'est bien d'aller checker cette partie-là. Et bon, la partie vente locale de fonds de commerce, du coup, dans un projet création, je l'utilise quasiment pas. Les ventes immobilières non plus. Et du coup, sur cette première page, je trouve que la partie équipement investissement dans un projet prévisionnel, elle est relativement intéressante à aller regarder. Alors là, c'est assez basique parce que du coup, euh, on n'a pas d'énormes comment dire, investissements spécifiques ou autres pour se lancer dans la restauration. Cela dit, ça nous donne quand même des valeurs unitaires pour les investissements qu'on a à faire. Et après, ça, en fonction des métiers que vous allez étudier, vous avez quand même du détail quoi, sur les investissements et éventuellement les investissements de démarrage sur, je sais pas, sur de la boulangerie-pâtisserie ou sur d'autres métiers avec des prix qui peuvent quand même euh, voilà, être intéressants à comparer avec les devis de nos clients, par exemple. Alors, ça marche plutôt bien sur les secteurs de la comment, des services, etc. Ou enfin restauration, prestation de services. Après, je sais que je l'ai fait avec des artisans et là pour le coup, il y a enfin il y a tellement d'écart de prix sur du matériel et puis des évolutions qui vont tellement vite que quelquefois le matériel n'était pas forcément au bon prix sur les tableaux. Mais c'est vraiment fonction des métiers. Et ensuite, on a donc cette partie-là, point de vigilance, qui est quand même, enfin, que je reprends régulièrement plutôt dans les conclusions des études. C'est-à-dire que généralement, on fait nos études prévisionnelles et on met quand même des commentaires ou des conclusions sur les points clés de réussite ou voilà, comme là, les points d'attention, quoi. Globalement, ça donne quand même pas mal d'idées sur euh, qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, en conclusion de nos études euh, et quels sont les points clés à pas rater, en tout cas pour le chef d'entreprise.
ça paraît basique comme ça à dire et ça fait partie de nos métiers, quoi. Mais après, voilà, de l'avoir écrit de cette manière-là pour tous les métiers, je trouve ça quand même relativement intéressant. Ça donne une bonne idée de ce qu'il va falloir faire, en tout cas pour le créateur, et de ce sur quoi il faut faire attention, quoi. Donc ça, c'était sur la première page synthèse. Donc globalement, dès que je démarre une étude, je vais aller regarder un peu cette page-là en déroulant un petit peu. Je passe un peu plus de temps sur la partie chiffrée, forcément, mais même sur la partie métier, analyse métier, c'est assez intéressant. Sur les éléments chiffrés, alors sur la gauche là, on peut aller un peu plus loin sur les éléments chiffrés. Donc on a les ratios financiers qui sont ceux-là, quoi, du coup, qu'on vient de voir. Après, on a d'autres choses qui sont intéressantes qu'on va pas forcément voir en détail, mais vente de fonds de commerce, vente immobilière, valorisation de titres. Par contre, on a une partie loyers commerciaux qui peut nous intéresser dans un projet de création, à savoir en fonction de la zone où je vais m'installer dans la ville, quel sera globalement le coût de mon loyer. Donc là, en fonction des quartiers où vous allez vous installer, vous n'allez pas payer le même loyer. Et donc l'idée, c'est quand même de pouvoir aller regarder si j'ai pas une zone intéressante à aller chercher avec un loyer modéré, entre guillemets, quoi. Si c'est possible. Après, si l'emplacement est déjà défini, au moins ça nous donne nous une idée du loyer si la personne n'a pas déjà signé un bail ou quoi que ce soit. Sur les loyers commerciaux, on peut, comme tout à l'heure, venir filtrer, hein. Donc on peut venir mettre des boutiques, des commerces sans accès direct. Enfin voilà, il y a pas mal de petits de filtres existants. Sur les types de biens et sur les sous-types. Ouais, j'ai tapé sous-type avant, type de bien, pardon. Donc voilà, là on a les bureaux, les ateliers, les hôtels, enfin voilà. On peut quand même aller chercher un peu de détails. Donc on a aussi une analyse un peu statistique des loyers pour voir où se situe la commune de Chaumont par rapport à l'intercommunalité, par rapport à la France. Donc là on voit bien qu'on a quand même des loyers qui sont relativement faibles par rapport à la moyenne en France. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution des loyers. En gros, on peut quand même anticiper chaque année une petite progression des loyers par rapport aux années antérieures. Donc ça, vous l'avez soit sous forme de graphique, soit sous forme de tableau. Sous forme de tableau, c'est intéressant parce que vous avez les évolutions en pourcentage année après année. Ça vous évite de recalculer à la main, quoi. Donc sur la partie éléments chiffrés, pour un prévis, globalement, voilà à peu près ce que j'utilise. Et ensuite, sur l'emplacement, donc si l'emplacement est déjà déterminé, je passe pas trop de temps là-dessus. Par contre, s'il n'est pas déterminé, ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'emplacement et d'aller regarder notamment quels sont les concurrents les plus proches. En gros, ça affiche automatiquement avec si les données sont disponibles, les chiffres d'affaires, les nombres de salariés, etc. des différents concurrents. Et ce qui est intéressant, alors on a une option aujourd'hui, mais je crois qu'elle est pas accessible à tout le monde, c'est d'aller télécharger en fait ces données-là sur un format Excel. Et du coup d'aller analyser un peu plus précisément les concurrents. Vous m'arrêtez hein, si je vais trop vite ou quoi. Non, c'est très bien, il n'y a pas de questions. D'ailleurs, hein, si vous avez des questions, allez-y, profitez-en, mais a priori, c'est clair, donc Bon, parfait. On a derrière des données, on va dire, démographiques, quoi, de dire combien de restaurants pour 1000 habitants en moyenne en France, en moyenne en Haute-Marne et en moyenne à Chaumont. Alors du coup, ça peut quand même nous donner une idée de est-ce que j'ai encore un potentiel d'installation ou pas
dans une ville, si je suis déjà, si je suis déjà au-dessus, par exemple, de la moyenne en France, ou si j'ai un quartier qui a tout explosé, de se poser la question, est-ce que j'ai encore un potentiel à y aller, quoi. Ça, c'est relativement intéressant aussi à aller regarder. C'est est-ce que j'ai un solde positif de création ou de fermeture dans la commune pour des restaurants, quoi. Donc là, on le voit sur la commune en 2025, on est à égalité, quoi, entre les créations et les fermetures. Par contre, en 2024, on avait quand même beaucoup plus de créations que de fermetures sur le secteur. Donc, on peut quand même conclure que, il y a encore une attractivité, une attraction, je sais pas trop comment dire ça, mais du Activité, ouais. métier de restaurateur. Et après, ce qui serait intéressant à avoir, c'est de savoir, en gros, si ces restaurants-là perdurent, et depuis combien de temps les installations de restaurants sont là. Je crois pas, on l'a pas dans ces données-là. Par contre, on a à chaque fois le nombre d'établissements à la fin de l'année. Donc, on se rend compte que voilà, sur les 3 ans, globalement, on est resté à peu près stable sur les établissements de restauration à Chaumont. Et pour les fermetures, après, faudra aller voir dans santé des établissements plutôt. Ouais. Là, Oui, il y a pas ici, vraiment. là, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc là, on était plutôt sur la partie concurrentielle. Je trouve que la partie environnement local, elle est plutôt bien faite, dans le sens où là, c'est plus si on est en amont, c'est-à-dire un peu plus dans l'étude de marché, et de se dire si je m'implante dans telle ou telle activité, qu'est-ce qui est important d'avoir autour de moi, quoi. Est-ce que si, je sais pas, je vais dire une bêtise, j'implante une pizzeria, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir un bar à proximité pour essayer de créer un partenariat avec lui, ou d'avoir un peu de flux de personnes qui viennent de sa part, etc. Ça peut être aussi, voilà, si je vais être dans un endroit qui touche un peu plus les jeunes, peut-être dans la zone du lycée ou des choses comme ça, quoi. Donc du coup, tout ça, on peut le faire avec cet outil-là. Euh, D'aller regarder voilà, les secteurs commerce de proximité, artisanat alimentaire, et là, on peut remettre les autres secteurs qui nous intéressent, quoi. Si je veux aller voir restaurant, bar, café, je le rajoute et j'ai mes établissements qui viennent se rajouter sur la carte, quoi. Donc ça, c'est intéressant à faire plutôt si on n'a pas encore l'idée de l'emplacement, quoi. Donc, je passe assez rapidement cette partie-là. Du coup, ça redonne les tableaux, mais l'idée, c'est plutôt de l'avoir, pour moi en tout cas, de manière visuelle sur la carte, et en fonction de ce qu'on cherche, de pouvoir un peu zoner sur les différents emplacements qui seraient disponibles ou pas, quoi. Parce que là, pour le coup, on n'a pas cette information-là dans Atometrix encore. Je ne sais pas si ça sera un jour. D'avoir les locaux qui seraient disponibles dans la ville, ce serait top. Ouais. Compliqué à mon avis à faire, mais Un peu compliqué, mais ouais, on a parce que déjà eu la c'est pas question, des donc données publiques, donc à mon avis, ça risque d'être c'est compliqué ça. quand même à aller En chercher. fait, bah, ouais, il faut des partenariats avec ouais, Ouais, des soit les agences ou des agences choses. immobilières, soit les communes, ouais. Mm. Mais ça serait effectivement intéressant. Ouais. Ensuite, on a toute la partie donc santé des établissements, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des procédures en cours ou pas sur des établissements dans le secteur. L'âge médian des établissements. Donc là, on voit quand même qu'on est sur un âge supérieur à la moyenne en France et supérieur au département de la Haute-Marne. Donc globalement, j'ai quand même des entreprises qui sont là depuis quasiment 10 ans en moyenne. Donc un taux de difficulté de 3% qui est largement en dessous
du taux national et alors un taux de survie à 3 ans qui est pas déterminé là, mais qui est voilà à 50, un peu plus de 50% en Haute-Marne et 70% en France. Donc voilà, je trouve ça donne un peu une idée. Et ensuite, au niveau concurrentiel, on a l'intégralité des ouvertures de procédures collectives sur la commune qu'on a sélectionnée. Et si c'est pas sur la commune, après ça ouvre un petit peu plus loin que la commune, quoi. En gros, département limitrophe. Alors, on a une question. Oui. Quelle version as-tu, Alban? As-tu prévu de parler des alertes? Alors, Donc, j'imagine la version, c'est la question, l'abonnement peut-être. Je ne sais pas si c'était ça la question. c'est une bonne question, mais Ouais. je ne saurais pas y Ah, répondre parce que je gère pas les abonnements et donc je ne sais pas quelle version on a. Il me semble qu'on avait quand même une version assez avancée dans le sens où on avait la possibilité d'aller justement télécharger des données, des données externes sous forme Excel qu'on pouvait analyser par nous-mêmes. Par contre, je ne saurais pas dire exactement la version. Après là, je pense en tout cas que tout ce que je présente là, enfin, oui, oui. c'est dès la première version, quoi, du coup. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, les nouveaux abonnements, c'est surtout pardon, en termes de données. On va dire qu'il y a l'abonnement de base qui vous donne accès aux données, on va dire, publiques, donc les comptes qui sont déposés publiquement. Et il y a une version plus avancée, premium, où là, vous avez aussi les données confidentielles. Donc, ça rajoute, on va dire, 1 200 000 comptes par an en plus dans le panel. Donc, voilà, c'est surtout là la différence aujourd'hui dans les abonnements. Donc là, nous, je crois qu'on est en test sur la version premium, justement pour voir un peu les écarts de données qu'on peut avoir, les écarts de nombre de clients analysés, etc., quoi. Christophe. Oui, toujours dans cette comparatif licence là, données publiques, données privées, il y a 1,2 million de comptes en plus. Euh, je suppose que c'est dans la granularité des analyses. Typiquement, tu disais, Alban, quand au niveau communal, on n'a pas nos 30 comptes, on va chercher au niveau départemental, régional, etc. Et je suppose que les 1 million de comptes supplémentaires, ça permet d'être plus fin dans l'analyse. Exactement. Est-ce qu'il y a... Bon, voilà, le restaurateur, globalement, le restaurateur de Chaumont, s'il n'est pas comparé à 30 restaurateurs de Chaumont, je pense que c'est pas très grave, hein. Du coup, ma question, c'est ce million de comptes supplémentaires, qu'est-ce qui va porter quand on est sur un dossier prévisionnel avec une étude de marché ou en gros, de ce que je suis en train de comprendre, Alban est surtout dans une utilisation pardon, de vérification de cohérence, analyse de marge, point de vigilance et tout que tu as déjà en tête, je suppose, de par ton Alors, expérience et que oui et tu non, viens après, ça dépend. affiner, quoi. Ça dépend quand même des typologies de métiers. Là, c'est sûr qu'on est parti sur un métier classique, quoi, de la restauration. Après, il y a quand même, il y a quand même pas mal de métiers de code APE qui sont référencés. Donc, quelquefois, on part quand même avec moins d'informations, nous, en interne, avant de faire le prévisionnel. Et ça vaut le coup d'aller regarder si Atometrix a des données sur Ouais, cette ouais, partie-là. Après, je remets pas ça en cause, hein, c'est sur la après le côté, granularité, tu voilà, vois. est-ce que d'avoir 1 million de données en plus, Oui, ma question, elle est là, ouais. 1,2 million. est-ce que d'avoir plus de données globalement, est-ce que ça change quelque chose? Alors moi, je pense que ça affine quand même un peu plus l'analyse, même si effectivement on est sur des prévisions et Ouais, du coup on reste, on reste sur des données moyennes ou en tout cas voilà, on fait l'analyse qu'on fait habituellement et on part sur des ratios ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est ça. Ouais, le ouais, ok. l'aspect précision, forcément, de toute manière, dans un prévis, tu le zappes un petit peu, quoi. Ce qui sera Ah, peut-être moins le cas dans une évaluation d'entreprise ou voilà, avec c'est des ça. Ouais. méthodes C'est ça. comparables.
C'est On ça. va avoir une territorialité beaucoup plus fine quand on sera sur du comparable BE, chiffre d'affaires, renta, etc., etc. C'est ça, en fait, on a un module de valorisation de fonds de commerce, par exemple. Et là, avec ces comptes en plus, ce million de comptes en plus, forcément, les analyses sont beaucoup plus précises. Donc, ça dépend aussi des missions que vous faites avec l'outil. Dans tous les cas, on vous permet de tester aussi la version premium, justement pour voir, en fonction de vos cas d'usage, voir si c'est pertinent ou non d'avoir ces données en plus. Mais voilà, ça rajoute quand même voilà, des précisions. Donc après, oui, quand on est si vous faites que de la création, sur des secteurs assez classiques, entre guillemets, peut-être que là, vous allez dire, bah, en fait, moi, je reste sur le pack standard qui me convient très bien. Mais après, tout dépend voilà, des missions que vous faites Et aussi des du, activités que vous accompagnez, du secteur aussi. Voilà. Et du coup, moi, ça m'intéresse tant que j'ai la parole, hein. Enfin, je l'ai prise, je la garde encore 30 secondes. Quels sont les autres cas d'usage que Alban, on se connaît bien, et c'est pour ça que je te demande à toi, Alban, dans quelle autre situation tu utilises Atometrix, notamment sur les évaluations. Je Ouais. parlais des méthodes comparables. Et du coup, Ferdinand, le test, voilà, comment est-ce que ça peut être fait? C'est un mois, 6 mois, comment ça se déroule? Alors, Du coup, vas-y, je Alban. réponds à la première partie de questions sur les autres utilisations en dehors d'un cas de prévisionnel d'installation, de trucs comme ça. On l'utilise assez régulièrement sur des remises de bilan. Parce que l'air de rien, d'avoir un petit comparatif client, c'est toujours intéressant dans une remise de bilan. Ça ouvre à la discussion et de savoir si ton client est plus ou moins bien placé, je sais pas, soit en termes de marge moyenne ou si ses salariés sont pas, je sais pas, aussi productifs que la moyenne. Et donc ça, c'est une partie plutôt en relation client, quoi. Du coup, on va aller, enfin moi en tout cas, je vais sur Atometrix en rendez-vous client en disant, bah voilà, regardez des plombiers dans une commune qui est semblable à la vôtre, ce que ça donne en termes de chiffres. Et on l'utilise aussi derrière alors pour les évaluations, mais pas pour faire l'évaluation. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour se réassurer par rapport aux évaluations qu'on a fait. C'est-à-dire que derrière, se dire est-ce que moi, l'analyse que j'avais fait en amont avec les outils qu'on utilise nous pour faire les évaluations et les méthodes qu'on a pour faire les évaluations, elles correspondent ou pas à ce que Atometrix nous sort. Après, quelquefois ça correspond, quelquefois ça correspond pas. Après, il faut surtout s'interroger de quelles sont les méthodes employées et quelle est la meilleure méthode pour le dossier qu'on a en face. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Euh, Ça va me revenir sur les évaluations. En tout cas, on l'utilise En back-office? ouais, en back-office, ouais. Alors, Merci. sur la, sur la question du test, donc en fait, généralement, voilà, vous nous contactez. En moyenne, c'est 15 jours de test, mais voilà, tout dépend de la structure. Après, on fait des tests aussi plus longs. Tout dépend du nombre de testeurs, etc. Mais voilà, par défaut, c'est 15 jours. Et s'il y a besoin de tester plus ou que voilà, vous êtes une plus grosse structure et qu'il y a, voilà. Mais généralement, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps avec vous quand même de se parler avant pour voir vos besoins et on organise un test. Donc voilà, par exemple, hein, forcément, si c'est voilà, un test avec plusieurs dizaines de testeurs, on va pouvoir prolonger le test. Ça peut être plus que 15 jours, tout dépend de vous, quoi. Voilà, donc on est Ouais, assez flexible là-dessus. c'est pas que sur une licence, c'est sur l'ensemble du Cerf France, quoi. Voilà, Ou c'est on sur... peut, non, non, on peut faire un test global. Euh, En fait, ça dépend des cas, parce qu'il y en a qui vont tester juste une personne va tester. Donc là, voilà, généralement, on fait 15 jours pour que la personne teste. Après, si c'est voilà, typiquement un Cerf France qui veut tester, là, voilà, on va voir en fonction, mais généralement, on fait un planning pour que le test
vous Ok, ayez le temps de tester, on va merci. dire. Donc voilà, là-dessus, il y a pas de, il y a pas vraiment de règle, mais c'est 15 jours par défaut et plus si besoin. Et voilà, l'idée, c'est que ouais, vous, enfin, de trouver une période pour que vous ayez le temps de bien tester. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez en discuter, nous contacter et puis on organise ça. Je continue du coup rapidement sur la partie emplacement. Donc, bah, vous l'avez compris, c'est plutôt sur soit en analyse de marché en amont, mais du coup, on a aussi des données sur les densités de population, donc qui peuvent être intéressantes aussi à aller regarder en fonction du commerce ou de l'entreprise qu'on veut monter. Si on veut avoir des résidents, enfin si en tout cas on s'adresse à des résidents, autant être dans un quartier avec une bonne densité de population. On a à la fois la densité de population, on a des écarts territoriaux. euh, J'avais j'avais un autre graphique à remontrer, mais je le retrouve plus. C'était quoi? Euh, Parce que là, on a la densité de population. Il y avait, je sais pas si c'est dans population de passage, c'est savoir un peu les revenus moyens des. Ah, Bah, c'est sur cette carte, oui, c'est juste au-dessus dans le filtre de cette ok, carte-là, dans indicateur. ok. Ouais, donc là, on peut avoir les dépenses annuelles des ménages en restauration, les revenus moyens disponibles. Et ça, du coup, c'est pareil. En fonction de l'établissement que vous allez ouvrir, bah, ça vaut le coup aussi de regarder si vous êtes dans la bonne zone, quoi, en termes de revenus. Si vous ouvrez un restaurant un peu qualitatif, un peu haut de gamme, autant aller dans des zones où les clients auront les moyens de payer, quoi. Voilà, j'ai dézoomé un peu trop fort, mais c'est plutôt bien fait quartier par quartier, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant quand même à discuter avec le créateur. Et ensuite, si on est dans dans des zones touristiques, d'avoir un peu d'indicateurs sur les passages. Donc là, on va pas le faire là parce que enfin, on n'est pas dans une zone très très touristique à Chaumont. Euh, mais je pense que enfin, pour le coup, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc je vais pas forcément beaucoup en parler. Mais je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder si on a des projets avec des touristes et de la saisonnalité, quoi. Donc voilà pour l'emplacement. Et le dernier outil que j'utilise, enfin le dernier outil ou dernière partie en tout cas, c'est tout ce qui est tendance de marché, secteur d'activité, où là on a plutôt des données qui sont pas chiffrées, mais qui sont plutôt qualitatives, c'est-à-dire à aller peut-être analyser en amont du rendez-vous pour juste se remettre un peu dans le bain du métier, de savoir un peu quel est le vocabulaire d'un dirigeant enfin d'un restaurateur, quoi, globalement. Alors il y a des vocabulaires que eux-mêmes ne connaissent pas, hein. Je pense que fast casual, si je vais parler à un restaurateur en Haute-Marne, il ne saura pas me dire, mais globalement, ça donne quand même des bonnes informations avant le rendez-vous. On a toute la partie les liens utiles, quoi, moi j'appelle ça. Donc en gros, où est-ce que je peux aller aussi rechercher des autres informations plutôt qualitatives sur le métier. Euh, alors on a des textes de loi, des choses comme ça sur lesquelles je ne vais jamais. Et les tendances de marché qui peuvent être intéressantes. Alors souvent, là pour le coup, c'est quelquefois un peu enfoncer des portes ouvertes parce que voilà, on se doute bien que sur de la restauration, la météo, la saisonnalité, etc., c'est important, mais ça, voilà, ça rassure à mon avis. Alors, peut-être sur des nouveaux conseillers ou autres, d'avoir ce genre d'informations. Et ensuite, on a toute une partie.
on va dire, structure de marché nationale. Là, on est plus comment dire, de l'information générale, quoi, de la culture générale, avec en moyenne des tickets, enfin voilà, les tickets moyens, les choses comme ça. Enfin, toute cette partie-là, je trouve, a quand même son utilité et est relativement qualitative. Alors, enfin, moi, je recoupe ça avec les fiches BPI, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui sont plutôt bien faites aussi. Mais du coup, le fait d'avoir vraiment les deux niveaux d'information, c'est relativement intéressant quand on fait des projets de création. Les fiches BPI sont quelquefois un peu anciennes et je trouve que Atometrix amène un petit rajeunissement aux fiches BPI, notamment voilà, sur qu'est-ce qui se met en place dans les métiers, ce sur quoi il faut faire attention en termes d'offres, etc. Donc voilà, toute cette partie-là, en tout cas pour moi, elle est importante à aller regarder mais en amont du rendez-vous, quoi, j'ai envie de dire. Donc il y a une partie qu'on peut aller voir avant le rendez-vous avec le créateur, une partie qu'on va utiliser pendant l'étude, mais enfin voilà, du coup, on a différents moments en tout cas et différentes choses à aller voir en fonction des études qu'on fait, quoi. La partie synthèse, intelligence artificielle, je ne l'ai jamais utilisée, je l'avoue. Donc, si tu veux en dire un mot, Ferdinand, vas-y. Moi, Ouais, je pourrais. je ne saurais pas vraiment l'expliquer. En fait, la synthèse IA, donc là, c'est si vous faites, alors on l'a pas vu, je ne sais pas si tu utilises toi les rapports imprimés en haut. Non, très peu. Euh, donc voilà, là c'est pour compléter en fait le rapport, parce que quand vous cliquez sur Ok. imprimer, vous pouvez générer un rapport complet et choisir les slides que vous voulez extraire, hein. Donc tout ce qu'on a vu, hein, éléments chiffrés, emplacements. Donc ça peut, il y en a qui vont le joindre par exemple en complément d'un prévisionnel pour la banque, ou alors voilà, ça peut être aussi si vous accompagnez un repreneur, ça peut faire un dossier aussi sur l'entreprise cible qu'on veut céder. Donc là, à droite, vous avez la possibilité de choisir les slides que vous voulez imprimer. Vous avez deux formats aujourd'hui, PowerPoint et PDF. Moi, je vous conseille le PowerPoint qui sera plus flexible parce que vous pourrez aussi rajouter vos propres, voilà, si vous avez des tableaux à rajouter, des choses. Voilà. Et donc, l'analyse IA, en fait, en fonction du contexte, vous pouvez choisir différents contextes, hein, création, reprise. Et voilà, ça va vous baser sur les données, en fait, de l'étude de marché. Ça va voilà, vous rédiger voilà, un petit texte d'introduction, on va dire. Donc voilà, c'est un premier test sur l'IA, hein. Il y avait des demandes là-dessus. Euh, Après, on reste prudent parce que c'est vrai que bon, on ne peut pas non plus envoyer toutes les données à l'IA. Donc là, on envoie vraiment les données publiques qui lui permettent après de faire des commentaires sur voilà, sur des évolutions, etc. Et voilà, on verra comment on fait évoluer ça. Mais là, c'était un premier on va dire, module sur l'IA, hein, pour répondre à des demandes là-dessus. Donc, c'est plus pour un gain de temps pour ceux qui vont faire un petit texte en plus dans le rapport au début. Ça fait voilà, déjà une slide d'explication sur le projet global et après que vous pouvez retoucher si besoin. Après, c'est sûr qu'en faisant imprimer, globalement, on va vraiment avoir toutes les infos, enfin, y compris du coup des infos que j'ai pas présentées. Là, il y a les taux de TVA, l'explication de quels sont les taux de TVA appliqués sur quel type de produit, etc. Donc, enfin, c'est sûr que pour le coup, le rapport global, il est très très complet, quoi. L'avantage, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut, quoi. Et vous pouvez, là, dans l'aperçu, retoucher encore les filtres. Par exemple, là, on est sur les ratios financiers. On se Ok, dit, mince, je me suis trompé. Voilà, là, on va pouvoir recorriger directement le filtre et l'affiner avant de l'imprimer. ok. Voilà, c'est assez pratique aussi. Ça marche aussi pour les zooms sur les cartes. Tout est remodifiable dans l'aperçu. Donc, bon, ça peut être pratique. Ok. Ok, bon, je connaissais pas trop ça. Bah, du coup, j'en ai terminé, moi.
Ok, Je ne sais pas si vous avez merci des beaucoup pour questions. la présentation. Est-ce que vous avez des... Alors, je crois qu'il y avait une question. euh, est-il possible d'avoir des données sur un filtre à l'iris sur des villes? Alors, est-ce que vous pouvez préciser la question? Parce qu'en fait, on utilise les filtres iris. Après, quelles données, vous parliez de quelles données? Tout va dépendre de ça. Parce que, par exemple, on avait vu tout à l'heure la densité de la population résidente, les revenus moyens disponibles, etc. Euh, donc, il faudrait voir. Mais en tout cas, oui, on utilise par défaut la vue iris, vue administrative. Et après, d'ailleurs, si là, il nous reste encore quelques minutes, donc je peux vous montrer rapidement quelques nouveautés. J'ai partagé mon écran. Euh, alors, hop. Juste, du coup, il y avait une question de Aubin, peut-être avant de faire les Ah nouveautés. oui, ouais. Dis-moi. Ouais, j'avais une petite question sur les alertes. J'aurais bien aimé voir, j'ai vu que c'était ouvert chez toi, Alban, les alertes tout en bas, en dessous de Synthesier. Alors, Super. Hop. on va créer une Alors, alerte. Alban, si tu veux en toucher deux mots, ou alors, je ne sais pas si Ah tu bah, l'utilises, sinon je je le. l'ai jamais utilisé, donc Ok. je te laisse Ah présenter. très bien. Donc, les alertes, en fait, comment ça fonctionne? Vous allez ici, vous avez un bouton Ajouter une alerte. D'ailleurs, voilà, il est là, hein, tout en bas, on ne le voyait pas sur mon écran, en bas à gauche, créer une alerte. Et là, vous pouvez ajouter une alerte. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez deux types d'alertes. Vous avez les alertes de marché et les appels d'offres publics. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc, les alertes de marché, là, il a repris l'adresse qu'on avait renseignée. Donc là, j'ai pris voilà, le secteur de la boulangerie à Paris. Vous pouvez changer l'adresse, renseigner une adresse précise. Vous choisissez la fréquence d'envoi. En fait, les alertes vont être envoyées par mail. Donc, vous pouvez dire tous les mois, par exemple, je veux suivre les ventes de fonds de commerce dans le secteur de la boulangerie. Donc là, et après, vous avez la possibilité encore d'affiner. Donc là, j'ai pris les 4 codes qui sont relatifs à la boulangerie. On peut en ajouter autant qu'on veut. Et vous pouvez aussi rajouter un filtre, recherche mots-clés. Donc là, ça va vous servir, par exemple, si on prend restauration traditionnelle, là, il y a plusieurs types de restauration. On peut dire, par exemple, crêperie. Et donc là, il va aller chercher dans le descriptif d'activité des entreprises et il va ne garder uniquement que les crêperies. Donc, je peux suivre, par exemple, par mail, recevoir tous les mois les ventes de fonds de commerce des crêperies. Donc là, c'est très spécifique, mais ça sert surtout le filtre mot-clé plutôt pour des codes APE où il y a plusieurs activités, par exemple notaire, avocat. Là, c'est mélangé, donc on peut dire, bah voilà, je veux uniquement les avocats. Donc ça, c'est ça que. Et le filtre mot-clé, vous le retrouvez dans toute la plateforme, dans les filtres au-dessus des cartes. Donc vous pouvez vraiment affiner comme ça vos panels. Donc, on va pouvoir suivre les ventes de fonds de commerce, les concurrents qui s'installent, les derniers établissements créés dans la localité. Donc là, c'est ce que Alban présentait tout à l'heure. Imaginons, je suis par exemple une pharmacie et moi, j'ai envie de suivre les médecins qui s'installent, par exemple, et les infirmières. Voilà, ça peut être comme ça. On peut renseigner toutes les activités qu'on veut. On a tous les codes APE. Et on peut raisonner aussi en groupe de secteurs. Ça, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, c'est assez complet. Vous pouvez le faire pour vous, pour suivre des actualités ou aussi pour des clients. On a des utilisateurs de la plateforme qui ont mis en place, par exemple, des petits abonnements alerte de marché pour certains de leurs clients. Donc, c'est aussi possible de le faire, hein, voilà, il y a différentes stratégies. Il y en a qui l'offrent, il y en a qui font payer. Euh, et voilà, et ça permet aussi, en tant que conseiller, de se tenir au courant de certaines actualités. Par exemple, les dernières procédures collectives. Tous les mois, je peux recevoir un mail avec, par exemple, les boulangeries en difficulté. Et ça peut me permettre d'alerter un client qui est aussi lui-même boulanger. Lui, sa boîte se porte bien. Il a envie de se développer, mais il y a peut-être des choses à faire, voilà, des fonds de commerce à racheter, des locaux à racheter, du matériel à racheter. Donc voilà, ça peut être aussi des cas d'usage là-dessus.
Donc, vous voyez, il y a pas mal de filtres et de possibilités. Et on peut ajouter les 4 si on a envie d'avoir un mail avec les ventes de fonds de commerce, les concurrents, les différents établissements qui se sont créés et les procédures collectives, c'est possible. Vous pouvez créer autant d'alertes que vous voulez. Là, si je le prends, on ne va pas tout mettre, voilà, on va faire les dernières ventes de fonds de commerce. Je fais poursuivre. Là, vous rentrez votre adresse mail. Là, je vais mettre hop, adresse mail. Vous donnez un nom à l'alerte et vous enregistrez. Et là, vous retrouvez en fait la liste de vos alertes. Donc, vous pouvez voilà, en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez les modifier avec le crayon ou les supprimer. Deuxième alerte possible, c'est les appels d'offres publics. Là, en fait, on s'est connecté au BOAMP, un site public qui recense tous les appels d'offres publics, et vous allez pouvoir recevoir des appels d'offres qui sont publiés. Donc là, vous choisissez le département qui vous intéresse et vous recherchez, enfin, vous ajoutez des mots-clés. Par exemple, là, si on était dans le cas de la boulangerie, on pourrait mettre pain. Après, si vous voulez comprendre la recherche, vous avez la petite infobulle et là, ça vous permet de comprendre. On peut en fait ajouter des mots-clés, donc mettre pain et viennoiserie ou alors au contraire exclure certains mots-clés si on le souhaite. Et donc, vous faites poursuivre. Là, pareil, vous renseignez l'adresse mail, le nom et là, en fait, tous les jours, si jamais il y a un appel d'offres qui est publié avec le mot-clé pain, vous allez le recevoir ou votre client le recevra. Donc voilà, souvent on sous-estime ces appels d'offres et ça peut être vraiment voilà, des opportunités de développement. Il y a pas mal d'activités qui sont couvertes. En fait, tous les établissements publics, par exemple une école publique qui a besoin de pain pour sa cantine, un lycée, etc., ils vont devoir être obligés de passer par un appel d'offres. Donc, ils publient un appel d'offres et donc on peut y postuler. Et ça peut être aussi après voilà, des missions d'accompagnement sur la réponse à ces appels d'offres. Voilà, c'est aussi une idée de cas d'usage. Mais sinon, juste recevoir en fait les appels d'offres, hein, qu'un dirigeant, voilà, mon client boulanger reçoit ces appels d'offres et si ça l'intéresse, il postule, il y répond et puis voilà, ça peut lui faire du business en plus. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, les alertes. Donc très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, quelques nouveautés récentes. Vous avez, d'ailleurs, déjà, on parlait des codes iris. Donc ici, dans la vue, par exemple, résident, donc vous pouvez afficher revenu moyen disponible, densité de la population résidente, etc. Là, par défaut, ça, c'est les codes iris. Donc c'est découpé voilà, par zone. À droite de la carte, donc là, c'est la vue administrative. On a rajouté différentes vues, ce qu'on appelle notamment la vue carroyée. Donc, hop, ça va vous découper en fait en carrés là, c'est 200 mètres par 200 mètres. Et donc, les données sont plus fines en fait. Là, par exemple, si je veux m'implanter rue de Douai, je vais voir que le revenu moyen disponible est de 39 663. Alors que si je passe en vue administrative, là, c'est plus large en fait. Le revenu, il est de 30 000. Donc, ça permet vraiment d'affiner en fait et d'aller comme ça carreau par carreau. On a des carreaux plus larges de 1 km. On a une vue aussi, encore un autre type de vue carroyée. Et enfin, la vue carte de chaleur qui est aussi utilisée pour voir les zones, on va dire aussi un peu plus, par exemple, là, si c'est pour les revenus, les zones qui sont un peu plus riches, on va dire, en termes ici de revenus, mais ça peut être aussi en termes de densité. Là, on peut voir aussi rapidement et vous pouvez naviguer comme ça sur la carte et zoomer. Et forcément, plus c'est foncé, plus il y a de population. Donc voilà, c'est des vues qu'on a rajoutées. On avait eu des demandes là-dessus sur certains utilisateurs. Donc ça peut permettre aussi de voir différemment et d'affiner ces prévisions là-dessus. Autre chose dans environnement local, on a, alors là, il y a beaucoup d'informations, je vais enlever le filtre. On a la possibilité d'afficher les zones d'exonération fiscale, donc qui peuvent vous donner des avantages fiscaux. Donc, par exemple, les quartiers prioritaires de la ville. Je ne sais pas s'il y en a ici. Ah non, je l'ai décoché, donc forcément, hop, voilà. Donc ici, par exemple, on voit toutes les
c'est en train de charger. On voit toutes les zones, on peut cliquer dessus. Donc là, c'est un quartier prioritaire. Si vous cliquez dessus, vous avez un lien direct vers voilà, les explications. Là, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage concrètement fiscalement? Donc voilà, ça vous permet aussi au moment du choix de l'emplacement voilà, vous pouvez aussi tout afficher d'un coup, hein, si vous voulez voir toutes les zones d'exonération fiscale. Ça vous permet de voir rapidement. Donc là, voilà, voir rapidement les différentes possibilités là-dessus. Dernière chose, on avait vu, donc là par exemple, je suis dans les ventes de fonds de commerce. Vous avez un tableau récapitulatif des transactions les plus proches. Et à chaque fois, vous avez un lien ici sur le Sirène. On a rajouté en fait des fiches entreprises. Donc là, par exemple, si vous voulez des informations sur le vendeur, donc là c'est la SARL Boulangerie Le Maire qui a vendu à Odélis. J'ai envie d'en savoir plus sur cette boulangerie-là. Je vais cliquer sur le Sirène. Et là, vous arrivez sur notre site Fiche Entreprise. C'est vraiment des fiches sur l'entreprise avec toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Donc, sur là, le secteur d'activité, la description. On vous calcule en fait un scoring. Donc là, on a développé notre propre scoring basé sur les données confidentielles, justement, notamment. Ça, là, typiquement, on en parlait tout à l'heure, d'avoir 1 200 000 comptes en plus, ça nous permet vraiment voilà, de rendre notre scoring plus pertinent. L'idée ici, c'est de calculer un score sur quatre parties: liquidité, solvabilité, rentabilité et gestion. Et ça vous donne un score global. Et en fait, l'idée là-dessus, c'est de vous alerter sur des risques de défaillance. Donc ici, 6,7, c'est plutôt voilà, un bon score, enfin un score normal, donc il y a peu de risques là-dessus. Mais voilà, ça peut être très utile sur plusieurs cas. Par exemple, si on a des clients qui nous payent voilà, avec un délai assez élevé, on va pouvoir aller voir sur cette fiche-là et voir son score. S'il a un score de 3, par exemple, il y a un risque de défaillance plus élevé, donc il faudra faire attention là-dessus. Voilà, donc ça peut être des cas d'usage comme ça à ce niveau-là. Et là, on retrouve justement ce que je disais, le taux de défaillance. Donc, dans ce secteur d'activité, là, il a un score de 6,7, donc voilà, 7. Donc, sur cette tranche de score, il a voilà, en fait aucune chance de faire faillite à court terme. À l'inverse, s'il avait un 1 ou un 2, là, voilà, on aurait un risque. Donc, en fait, on s'est basé donc, sur les données confidentielles, sur les procédures collectives, les établissements qui ont fermé, voilà, donc c'est tout un calcul. Vous pouvez retrouver les informations au-dessus. Ici, vous avez plus d'informations avec la documentation complète. Hein. On vous détaille vraiment toute notre méthodologie pour mieux comprendre ça. Et bien sûr, on peut ça aussi en rediscuter là-dessus, mais là, je n'ai pas forcément le temps de m'y attarder. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des fiches entreprises accessibles directement depuis la plateforme en un clic. Et vous avez voilà, des informations sur les dirigeants également, leur date de naissance, etc. Les documents légaux. Voilà. C'est assez pratique. Et ça, vous le retrouvez dans tous les tableaux. Vous avez les liens directs. Et même chose hein, sur les cartes, vous cliquez là, vous avez le lien direct. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. Et la prochaine nouveauté, ça sera, en fait, là aujourd'hui, on a un module de valorisation de titres dont on n'a pas parlé, voilà, c'était pas le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est des outils et des ressources qu'on vous donne, mais la demande, c'était d'avoir un vrai outil complet pour valoriser une entreprise de A à Z. Donc ça, on est en train de finaliser les développements là-dessus. Et prochainement, vous aurez sur la plateforme un module complet de valorisation de titres avec la possibilité de récupérer les comptes s'ils sont publics, de renseigner les informations de l'alias fiscal et de pouvoir choisir des multiples, de pouvoir faire des calculs, méthode DCF notamment, tout un parcours simplifié
Et voilà. Donc ça, on aura l'occasion de refaire un webinaire dédié où on peut en rediscuter si ça vous intéresse. Mais voilà, ça, c'est la prochaine grosse nouveauté. C'est vraiment un outil complet pour accompagner vos clients dans tout ce qui est valorisation. C'est vrai que le sujet de la reprise d'entreprise, de la cession d'entreprise est pas mal à la mode. Il y a pas mal de missions qui se développent là-dessus. Donc voilà, on a priorisé ce sujet-là et pas mal de demandes là-dessus. Excusez-moi. Oui. Sur la fiche entreprise là, que je vous avais montré juste avant, comment on peut y accéder sans que ce soit dans le tableau duquel vous êtes parti? Parce que là, l'entreprise était dans le tableau, mais moi, si je me pose la question sur une entreprise qui n'a pas encore vendu, elle ne va pas être répertoriée comme entreprise Alors, cédante. donc aujourd'hui, le site est public, ficheentreprise.fr. Je peux le remettre dans le chat. Faut savoir une chose, c'est que vous aurez accès en public à pas mal d'informations, mais par contre, le scoring, lui, ne sera pas accessible. Vous verrez, là, moi, je suis connecté, mais sinon, hop, si vous n'êtes pas connecté, vous voyez, il y a un bouton « Se connecter ». Donc, pour les utilisateurs de la plateforme, vous pouvez vous connecter directement et accéder à tout. Et sinon, voilà, vous êtes limité, mais il y a déjà un certain nombre d'informations là-dessus. Ok. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Il y a le petit bouton « Nous contacter ». Donc, je vais remettre le lien dans le chat, comme ça, vous l'aurez si vous voulez aller voir. Donc, voilà pour les petites nouveautés. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait une main qui s'était levée, je crois, mais j'ai pas… C'était moi, mais je l'ai baissé. Ah d'accord, Merci. bah, c'était vous. Ok, bah, super. Moi aussi, j'ai levé la main. En fait, je voulais savoir, pour les prochaines fonctionnalités concernant les valorisations de titres, vous avez parlé de webinaires à venir. Vous savez quand est-ce que vous allez le programmer? Est-ce qu'il est possible de s'inscrire en avance de phase? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, si ça vous intéresse, le mieux, c'est on peut prendre rendez-vous, on peut vous présenter en fait déjà en avant-première la fonctionnalité pour aussi avoir vos retours. C'est intéressant, surtout que j'imagine si ça vous intéresse et que vous devez probablement en faire des valorisations. Donc, on est toujours preneur. Là, on a commencé à le présenter à certains clients qui étaient intéressés. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre à la limite, voilà, dans le chat, je vous mets l'adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter. Comme ça, on prend rendez-vous, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de date pour le webinaire. Donc, le mieux, c'est, si vous êtes intéressé, c'est de vous présenter la fonctionnalité. Nous, ça nous permet d'avoir des retours, donc on est preneur aussi. Et puis, voilà. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire à cette adresse. Et voilà, en fonction, on y répond par mail ou on fixe un petit rendez-vous visio pour échanger avec vous. Ok. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, on a dépassé un peu de toute façon le temps, mais non, c'est bon. Ok, super. Pas d'autres questions visiblement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Alban, pour ton témoignage. Merci pour l'invitation. C'était très, très clair, très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent ou si vous voulez tester la plateforme, pour ceux qui sont intéressés, vous nous contactez et on organise ça. Merci à toutes et tous. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.